Si critica creatus est. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout est connecté. Passé, présent et futur. Dans cette série, tout a un sens. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre parce que c'était pas évident. Qui est fautif? Mon petit cerveau peu développé ou bien la série? C'est ce qu'on va voir dans cette critique. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'intégralité de la série Dark, dont les 3 saisons sont sorties entre 2017 et 2020 sur Netflix. La série est scénarisée par Jantje Friese et son mari Baran Bohodar qui se charge également de réaliser le total des 26 épisodes. Si c'est pas beau ça, de partager un même métier, une même passion avec la personne que tu aimes et de réaliser ensemble des chefs-d'œuvre. Parce que oui, Dark n'est pas loin d'un chef-d'œuvre et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que mon but est d'être un maximum objectif, mais il est évidemment possible que je me trompe. Si vous avez un avis différent, tant mieux pour vous, mais n'hésitez surtout pas à en débattre avec moi dans les commentaires. Bon visionnage. Dans la petite ville allemande de Winden, la disparition de plusieurs enfants va terroriser la ville et lancer une enquête qui va s'étendre sur plusieurs générations, car tous les 33 ans, les événements semblent se reproduire de manière étrange, ce qui va pousser les membres des 4 familles que l'on suit à tenter de démêler tout ce mystère qui va tourner autour de la centrale nucléaire locale, ainsi que du passé et du futur de chacun. Die Frage ist nicht, wer die Kinder entführt hat, sondern wann. Au premier abord, l'univers de Dark peut rappeler celui d'autres séries comme Stranger Things ou Lost. Les flashbacks, les flash-forward, les complexes scientifiques mystérieux, les enfants disparus, tout cela rend la comparaison facile. Mais pourtant, Dark se démarque totalement de ces deux autres séries. Tout d'abord, ce n'est pas une série d'action. Je pensais dire de la série qu'elle ne savait pas tirer profit des éléments de son univers, mais le problème venait en fait de moi, qui cherchais inconsciemment de l'action alors que ce n'est définitivement pas le but de la série. C'est un drame familial, l'histoire est donc menée par des dialogues et pas par des scènes d'action, et ce malgré la présence très importante d'éléments de science-fiction. Mais ceux-ci ne prennent jamais le pas sur la partie drame familial, et inversement, les deux sont vraiment parfaitement liés. Autre point qui caractérise Dark, cette ambiance froide, dépressive, presque horrifique, qui est accentuée par le cadre isolé de cette ville allemande. Le seul moment de la série où les personnages sont heureux est un flashback sur lequel plane toute la tristesse des événements à venir, et la série s'ouvre sur un suicide. C'est pour dire à quel point c'est pas la joie. Ce qui m'amène à parler de la violence. Alors ce n'est pas gore ou inutilement graphique, mais il faut avouer que c'est brutal et que oui, parfois, il y a du sang. Donc je ne recommanderais pas la série à des enfants trop jeunes. Pour la violence, oui, mais surtout pour sa complexité, parce que oui, la série est très complexe. La série se base en effet sur le concept de voyage dans le temps, sujet abordé de manière très originale avec un côté mystique et psychologique assez peu commun dans les œuvres du genre. A titre d'exemple, ce n'est pas le genre de série où on va remonter à l'époque médiévale pour changer le monde. Non, on parle plutôt de petits bonds d'une génération à une autre qui nous permettent d'explorer les ramifications des arbres généalogiques des habitants de la ville. Alors oui, je sais, le voyage dans le temps fait partie du mystère de la série, mais je pars du principe que vous avez vu la bande-annonce. De toute manière, on en découvre l'existence dans les premiers épisodes et c'est la base de la série, donc je n'avais pas d'autre choix que d'en parler. Mais ne vous inquiétez pas, je n'irai pas plus loin dans les détails pour ne pas vous gâcher la série. Je parlerai seulement de comment le voyage dans le temps est utilisé par les scénaristes, sans en expliquer le fonctionnement, ni les surprises qui viennent avec. Et justement, voyons comment l'histoire est menée à travers ce concept. Il y a donc beaucoup d'intrigues, la principale portant évidemment sur le voyage dans le temps, qui laisse son empreinte dans tous les problèmes personnels qui en découlent pour chaque personnage. La série se dédie à montrer les parallèles entre les époques, entre les générations, et ce aussi bien à travers des thématiques récurrentes qu'à travers les plus petits détails. Par exemple, on va suivre une même enquête à travers différentes époques, et le personnage de Bartosz va être ligoté près de la grotte comme sa mère Regina avant lui, pour n'en citer que les plus évidents. Le but étant de montrer que passé, présent et futur se reflètent, et le tout va devenir de plus en plus intéressant à mesure que les révélations et les twists s'enchaînent. Et justement, il y a tellement d'informations, de mystères, de paradoxes que vous allez souvent devoir vous arrêter pour réfléchir. Je ne vais pas vous mentir, après plusieurs visionnages de la série, je dois toujours m'aider d'internet ou d'amis pour aider à comprendre toutes les subtilités.
mais ne vous inquiétez pas, le but des scénaristes n'est pas de vous perdre, la globalité de l'histoire reste tout à fait compréhensible, à condition évidemment d'être attentif. Voilà, avec un minimum de concentration, il est tout à fait possible de comprendre la série, et ce malgré le fait que l'on nous lâche vraiment dans cette ville parmi ces personnages que l'on apprendra à connaître avec le temps au fur et à mesure que l'on avance dans la série. L'exposition est donc subtile et naturelle, les personnages parlent quand ils ont des raisons de le faire, pas quand les scénaristes ou les spectateurs le voudraient. On pourrait donc penser qu'avec un tel concept, la série aurait vite fait de s'en mêler les pinceaux. Mais c'est là tout le génie des scénaristes, car contrairement à la majorité des œuvres sur le voyage temporel, la série est parfaitement consciente de tous ces paradoxes et en fait le cœur de son histoire. Malgré toute sa complexité, tous ses rebondissements, la série apporte des réponses à toutes nos questions. On voudrait parfois crier à l'incohérence ou au manque d'explication, mais un dialogue peut tout à fait arriver 2 saisons plus tard et nous remettre à notre place. Bon, alors je vais être franc, il y a quelques points qui me laissent perplexe, mais dans l'ensemble, je trouve que la maîtrise du concept du voyage dans le temps est vraiment très impressionnante. Alles ist miteinander verbunden. Cette série a donc un potentiel de revisionnage énorme, elle est tellement dense que l'on peut redécouvrir des choses que l'on avait oubliées ou prendre conscience de détails qui nous avaient échappé la première fois. Mon seul reproche serait l'écriture de la saison 3, qui n'est pas bâclée mais trop rapide. Disons que la plupart des séries auraient commencé à régler toutes les intrigues et à clôturer les plus grandes questions du récit vers le début de cette saison. Et pourtant, dans Dark, on a littéralement des révélations et des twists à l'avant-dernier épisode de la série. Et pourtant, croyez-moi, cela fonctionne parfaitement. Tout est emballé, l'intrigue est parfaitement clôturée, aucun point n'est laissé de côté, mais on aurait aimé pouvoir profiter et s'imprégner un petit peu plus des derniers épisodes de la série. Pour résumer, la série est très complexe et joue avec les paradoxes, mais sans jamais tomber dans les travers habituels du genre et sans perdre le spectateur. C'est pour cela que je considère Dark comme une des meilleures œuvres sur le voyage dans le temps, si ce n'est la meilleure, ou du moins celle qui fait le meilleur usage de ce concept. Car toutes ces prouesses d'écriture ne sont pas là pour rien, la série a quelque chose à raconter. On aborde en effet de nombreux thèmes, au point de rapprocher la série d'un cours de philosophie. On parle de libre arbitre, de bonheur, d'héritage familial, et évidemment du temps. Was fasziniert Sie so an der Zeit? Ich möchte verstehen, ob ich sie ändern kann. Ob alles eine Bestimmung hat und wenn ja, wer über diese Bestimmung bestimmt. Der Zufall? Gott? Oder sind wir selber? Sind wir überhaupt frei in dem, was wir tun? Franchement, regardez Dark et vous serez prêt pour le bac. Tout y est, il y a même des citations de philosophes. La série effectue aussi des parallèles avec la Bible et surtout la mythologie grecque, notamment le mythe d'Ariane, et le labyrinthe est ici remplacé par les paradoxes temporels et le fil par l'amour unissant Jonas et Martha qui fait avancer les événements et le pousse à explorer toutes les ramifications de cette complexité temporelle. Bref, les scénaristes ne sont pas juste inventifs, ce sont des génies. Je veux bien qu'ils aient tout planifié, mais ce n'est pas le genre d'histoire que tu écris grossièrement puis rajoutes des sous-intrigues pour la rendre plus intéressante. Si le passé, le présent, le futur, le début et la fin sont liés dans un tourbillon infini, comment ont-ils pu concevoir tous les tenants et aboutissants? À moins qu'ils se soient envoyé le script de la série depuis le futur après avoir visionné cette même série. Le tout créant une série paradoxe parlant de paradoxes. Bon bref, parlons des personnages et des acteurs avant que j'aille trop loin. Comme le scénario, les évolutions et développements de personnages sont parfaitement pensés, et ce, malgré leur nombre. Pour vous mettre dans le bain, sachez que l'on suit 4 familles composées en moyenne de 4 personnes, et ce sur 3, puis 5, puis 7 époques. Ce qui nous fait une petite centaine de personnages, et ils sont tous importants. Et contre toute attente, la série gère extrêmement bien cela, car tant que l'on est attentif, aucun personnage n'est laissé de côté. Mais tout de même, un tel nombre de personnages fait qu'il faut diluer le temps d'écran parmi tous les personnages de la série, ce qui évidemment nous laisse moins de temps pour nous y attacher et pour apprécier chacun de ces personnages. Ce qui m'amène à parler de l'émotion. Les personnages ont une personnalité, ils ont des scènes fortes et ils sont attachants, mais sans plus. Tout ce qu'ils traversent n'est là que pour porter le scénario, et plus on avance, plus on a l'impression de s'éloigner des personnages pour ne plus suivre que les événements dans lesquels ils sont impliqués. Mais cette série est trop parfaite car c'est volontaire, pour illustrer le fait que tous les personnages sont prisonniers des événements, ce qui est la grande thématique de la série. Comme me l'a fait remarquer un ami, on est là pour voir comment la partie d'échecs se déroule, pas pour s'attacher profondément aux pions. De même, ils n'interagissent pas beaucoup et les voir tout le temps isolés nous éloigne un petit peu d'eux. Mais c'est toujours l'objectif de la série, de montrer que les secrets, les manigances, les mystères, les cachotteries et les mensonges des personnages sont justement la cause de tous les problèmes qui s'abattent sur la ville. Man, alle machen seit Monaten nur ihren eigenen Scheiß.
Alles schweigen. Und was hat es gebracht? Nichts. Cela dit, une partie de mon manque d'émotion vient probablement de la barrière de la langue qui m'empêche de saisir toutes les subtilités d'écriture et de jeu d'acteur. Mais malgré l'allemand, j'ai trouvé tous les acteurs très bons, et ce, quel que soit leur âge. On peut d'ailleurs féliciter le casting qui s'assure qu'un même personnage soit immédiatement reconnaissable, et ce, quelle que soit l'époque et donc l'acteur qui l'interprète. Pour revenir sur quelques personnages en particulier, on a Jonas, un des personnages principaux de la série, auquel on s'attache un petit peu par la force des choses. Alors après, les liens se solidifient, mais j'avoue qu'au début de la saison 1, j'avais un petit peu de mal à m'attacher à un personnage et je cherchais un petit peu désespérément à un personnage principal auquel me raccrocher. Et pour ce qui est de l'acteur, même si les sonorités de l'allemand me faisaient parfois douter un petit peu de son jeu, je trouve qu'en général il fait du très bon travail. Parlons maintenant de Martha, dont la romance avec Jonas est au cœur du récit. Sans entrer dans les détails, je trouve le personnage très bien mené, mais à partir du moment où elle a la coupe au bol, faute de pouvoir donner une temporale localisation plus précise, elle est moins attachante. Parce que comme je le disais, dans la saison 3, on s'attarde moins sur la psychologie des personnages, et donc le parcours de Martha me paraît un petit peu survolé. En tout cas, l'actrice Lisa Vicari fait du très bon travail, je la trouve vraiment excellente, notamment dans le passage où elle joue Ariane dans une pièce de théâtre dont le texte fait écho à la disparition de son frère. Keines Mannes Weib. Keines Bruder, Schwester. Im Sterben bin ich ganz allein. Son père, Ulrich, policier à la recherche de son fils disparu, est un personnage que j'apprécie beaucoup. L'acteur Oliver Masucci est vraiment excellent et le personnage est très tragique. Il a fait beaucoup d'erreurs, oui, mais sa vie n'est qu'une succession de malheurs et de malchance et on ne peut s'empêcher d'avoir pitié de lui. Du côté de son amante Hannah, Maya Sean interprète à la perfection cette connasse de vipère manipulatrice. Enfin, c'est comme ça que l'a décrit mon pote Raphaël, mais bon, il est pas assez superficiel. Oui, elle est capable de laisser quelqu'un mourir par égoïsme, mais bon, à côté, elle est magnifique, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Plus sérieusement, l'actrice est vraiment excellente et le personnage est très bien écrit. Pour finir, mon personnage préféré est probablement l'étranger, interprété par un excellent Andreas Pietschmann, qui arrive à la fois à être menaçant, intimidant, mystérieux, mais aussi assez touchant dans certaines scènes. Bref, je vous laisse le soin de découvrir ce personnage par vous-même, un personnage qui est assez difficile à cerner en début de série. Justement, la série est très nuancée car aucun personnage n'est foncièrement méchant. Tous les personnages, et je dis bien tous, cherchent à mettre fin à la série de malheurs qui s'abat sur la ville. Mais chacun le fait à sa manière et les événements vont en pousser certains à devenir des antagonistes et à commettre des actes horribles. Bref, pour conclure, les acteurs sont dans l'ensemble très bons et très bien choisis pour leurs rôles qui sont aussi très bien écrits. On passe au visuel. Si la mise en scène est sobre, elle est tout de même très recherchée et propose des plans intéressants, comme par exemple ce plan qui se débule peu à peu pour montrer le désespoir d'Ulrich qui court vers le cadavre d'un enfant qui a été retrouvé, ou encore ces nombreux plans zénithaux qui vont donner un point de vue vraiment très particulier sur des événements précis. Les cadres sont grandioses, jouant souvent sur la symétrie ou des lignes de fuite très marquées pour un résultat toujours très marquant. Ensuite, la photographie de Nikolaus Summerer et la production design de Udo Kramer s'assurent d'iconiser les lieux clés de l'histoire, comme par exemple la fameuse grotte, la centrale nucléaire ou encore la forêt environnante. Ces décors sont également souvent mis en valeur par l'utilisation de couleurs assez vives qui contrastent avec le ton grisâtre de la série. Les décors d'intérieur, eux, retranscrivent très bien les époques explorées, par exemple les formes arrondies des années 80, un travail qui se retrouve dans l'éclairage qui s'adapte également aux époques en donnant par exemple un style film noir aux scènes se déroulant dans les années 50, en montrant des rayons de lumière passer à travers les fenêtres d'une pièce enfumée. Plus généralement, la majorité des scènes en intérieur sont plongées dans l'ombre avec des personnages éclairés uniquement par des sources de lumière extérieures ou bien très localisées, ce qui renforce le sentiment de désespoir général des personnages qui semblent coupés de la lumière. L'éclairage est donc très bon, les couleurs, les reflets, les placements des lumières offrent un rendu toujours très esthétique. Pour finir, on peut aussi noter l'utilisation d'astuces de montage pour aider à la compréhension de l'intrigue, notamment des split screens, donc écrans scindés, qui permettent de mettre en valeur des parallèles entre différentes époques ou différents personnages, ou encore l'utilisation de bruits d'horloge ou de montre pour marquer le passage d'une époque à une autre dans la narration. Enfin bref, les visuels de cette série sont vraiment très bons, que ce soit du côté de l'esthétique ou de la narration, et voyons si on peut en dire de même de la musique.
La bande originale, composée par Ben Frost, est une musique qui est là pour donner le ton, avec des sons très sourds et des bourdonnements dignes d'un film d'horreur. Il y a par exemple le thème Tout est connecté ou Alles ist miteinander verbunden. Ah, qu'est-ce que j'adore dire ça. Qui est très glauque et qui semble inéluctable comme le temps. On a aussi des sons inversés dans certains thèmes de la bande originale qui rappellent évidemment la notion de voyage dans le temps. C'est donc une musique assez cynique, une musique d'ambiance. Encore une explication pour mon manque d'émotion ? Peut-être. En tout cas, cela ne l'empêche pas d'avoir de très beaux thèmes, comme par exemple le thème Ein Mensch, ein Schmetterling, qui est un superbe mélange de douceur et de mélancolie. La série peut aussi compter sur de nombreuses musiques additionnelles comme Sigmundus, Roomful of Teeth ou encore Familiar, dont le ton ou les paroles collent toujours très bien avec la narration de la série, sans oublier évidemment la chanson Goodbye qui accompagne ce magnifique générique. La bande originale est donc très réussie, et si elle est sûrement plus marquante par son style que par sa mélodie, elle n'en est pas moins excellente. On passe à la conclusion. Donc oui, je vous conseille fortement Dark, c'est je pense la meilleure série que j'ai vue à ce jour. C'est profond, captivant, et l'exécution est magistrale. Tous les défauts que je lui trouve sont totalement voulus et nécessaires au fonctionnement de la série. À titre personnel, même si j'ai beaucoup aimé la série, elle ne fait pas partie de mes séries préférées. Pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être un manque d'émotion, un manque d'action. Quoi qu'il en soit, c'est totalement subjectif et la série n'en reste pas moins excellente. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre ? Si personnellement le voyage ne m'a pas particulièrement touché, je ne peux ignorer ses qualités, donc je vais m'avancer et dire que oui, c'est un chef-d'œuvre. Bref, c'est pour cela que si je devais lui donner une note en essayant d'être objectif comme d'habitude, je lui mettrais environ 20 sur 20, parce que c'est parfait. Voilà, c'en est tout pour cette partie sans spoilers. Pour ceux qui vont s'en aller, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et pour ceux qui ont déjà vu la série ou qui n'en ont rien à cirer de se faire spoiler, on rentre en partie spoilers pour plus de détails. Pour commencer, revenons sur les quelques défauts de la série. Je regrette que la saison 3 ne prenne pas plus le temps d'aborder les conséquences personnelles des événements, comme le triplé du temps qui retrouve sa mère ou le choc de Martha qui découvre qu'elle a un enfant. Ou exemple parfait, le manque total de développement de Charlotte qui découvre que sa fille est également sa mère et qu'elle doit participer à son propre kidnapping quand elle était bébé. Des événements qui auraient pu apporter beaucoup plus d'émotions et qui, au final, sont traités comme des passages obligés de la narration afin de compléter l'histoire, afin de compléter cette boucle temporelle. Bref, on survole certains passages qui n'étaient certes pas nécessaires pour la narration, mais qui auraient donné plus de cœur et d'humanité à certains personnages, je trouve. Mon autre reproche concerne la fin du dernier épisode de la saison 1, dans laquelle on voit cet immense dôme noir se profiler dans le ciel. Un dôme noir qui est généralement le signe de l'apocalypse dans la série. Donc cet événement grandiose terrorise les personnages et semble mener tout droit vers le monde post-apocalyptique présenté dans la scène suivante, et pourtant aucune mention de cet événement ne sera faite dans la saison 2, et il ne semble pas avoir eu aucune conséquence, car l'apocalypse surviendra plus tard tout simplement. Donc je ne comprends pas vraiment ce que ce dôme fait dans ce passage de la série tout simplement. J'ai l'impression qu'en fait il n'était là que pour offrir un climax impressionnant, spectaculaire, pour marquer les esprits, mais qu'au final les scénaristes sont revenus sur leurs pas et ont changé d'idée pour apporter l'apocalypse un peu plus tard dans la série. Bref, ce passage et quelques autres détails sur lesquels je ne vais pas m'étendre me laissent un petit peu perplexe, mais dans l'ensemble ils restent assez minimes et ne vont pas à l'encontre de la série malgré leur apparente incohérence. Pour finir sur une note plus positive, c'est incroyable de voir comment, dès le début de la saison 1, on nous donnait déjà des indices concernant l'existence de mondes parallèles. Dans l'épisode 4, on entend le professeur de physique expliquer Die Wiederholung geht also von einer imaginären Mitte aus und weist dann in zwei entgegengesetzte Richtungen. Ce qui sera évidemment exploré dans la saison 3. On a donc assisté à l'intégralité du dernier cycle, qui dépassait de loin tout ce que l'on imaginait, alors que pourtant, tout était sous nos yeux. Et quand on regarde en arrière, les problèmes de la première saison nous paraissent tellement lointains et insignifiants.
Tu la reconnais? Fais en sorte qu'il la trouve, que je la trouve en 2022. La création de cette vidéo est capitale pour que toi et moi existions. Sic critica creatus est. Ainsi fut créée la critique.